À la Cour pénale internationale, les procédures judiciaires sont longues et complexes et peuvent parfois durer plusieurs années. Que se passe-t-il entre le moment où un suspect comparaît devant la CPI et celui où il est déclaré coupable ou innocent? Nous allons voir, étape par étape, le déroulement d'une procédure judiciaire à la CPI qui n'est pas toujours le même qu'au niveau national. D'après le statut de Rome, la procédure judiciaire commence officiellement une fois que le bureau du procureur a identifié une ou plusieurs personnes suspectées d'avoir commis des crimes relevant de la compétence de la Cour. La procédure comprend alors trois grandes phases. La première se déroule devant la chambre préliminaire. La deuxième, le procès, se déroule devant la chambre de première instance. La troisième, la phase d'appel, se déroule devant l'instance de dernier recours de la CPI, la chambre d'appel. Tout au long de ces phases, il existe des garanties pour protéger à la fois les droits de la personne poursuivie, qui est présumée innocente, jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie, et les intérêts des victimes, représentés par leur conseil. Pour entamer une procédure, le bureau du procureur demande à la chambre préliminaire la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître contre un suspect. La chambre préliminaire examine alors la requête pour déterminer s'il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis des crimes relevant de la compétence de la CPI. Un mandat d'arrêt vise à garantir que le suspect, toujours présumé innocent, soit présent au procès, à s'assurer qu'il ne compromette pas l'enquête ou la procédure et à empêcher qu'il continue de commettre des crimes. En cas de citation à comparaître, la personne visée reçoit une notification pour se présenter devant la Cour de façon volontaire. Quand le suspect est amené à se présenter pour la première fois devant la Cour, les trois juges de la chambre préliminaire tiennent une audience de comparution initiale où ils confirment l'identité de l'intéressé. Ils s'assurent aussi que le suspect comprenne parfaitement la langue dans laquelle on lui parle et la portée des charges qui lui sont reprochées. Ensuite, la chambre préliminaire programme une audience de confirmation des charges qui se déroule en présence du suspect et de son équipe de défense, des victimes par l'intermédiaire de leur conseil et du bureau du procureur. Au cours de l'audience, le bureau du procureur doit présenter l'ensemble des éléments de preuve nécessaires pour que la chambre préliminaire décide s'il existe des motifs substantiels de croire que le suspect a commis les crimes qui lui sont imputés. Les juges examinent ainsi s'il y a des preuves suffisantes pour renvoyer l'affaire en procès. Si les juges concluent qu'il n'existe pas de motifs substantiels suffisants pour confirmer les charges, ils peuvent arrêter la procédure ou demander des preuves supplémentaires. Dans le cas contraire, l'affaire est renvoyée en procès. Nous entrons alors dans la deuxième phase, le procès. Au cours de cette deuxième phase, l'affaire est attribuée à une chambre de première instance, composée également de 3 juges. Le suspect est alors considéré comme un accusé. Il va sans dire que la présomption d'innocence régit l'ensemble du processus. À l'ouverture du procès, la chambre de première instance fait donner lecture des charges à l'accusé et s'assure que celui-ci les comprend parfaitement. C'est sur cette base
que l'accusé peut plaider coupable ou non coupable. L'emploi des langues appropriées est essentiel dans les procédures devant la CPI. Par exemple, dans l'affaire concernant le Congolais Germain Katanga, 4 langues différentes ont été utilisées simultanément: l'anglais, le français, le swahili et le lingala. En l'espèce, les langues de travail de la cour, de l'accusé et des témoins. Durant cette phase, la Chambre de première instance veille non seulement à ce que les droits de l'accusé soient respectés, mais aussi à ce que la sécurité et le bien-être des témoins et des victimes soient protégés. Les victimes font entendre leur voix dans la salle d'audience par l'intermédiaire de leurs représentants légaux, nouveauté importante du statut de Rome. Les audiences sont en principe publiques. Cela signifie que toute personne peut y assister depuis la galerie publique de la CPI, sauf lorsqu'il convient de prendre des mesures pour protéger l'identité des victimes et des témoins. Qui plus est, toutes les audiences de la Cour sont retransmises sur Internet. Les développements judiciaires importants qui ont lieu en salle d'audience sont publicisés, notamment pour les communautés affectées par les crimes. Tout au long de cette période, l'accusé se trouve au quartier pénitentiaire de la Cour. Le quartier pénitentiaire est situé non loin du siège de la Cour, dans une aile spéciale accueillant les personnes sous la garde de la CPI, construite au sein d'une prison néerlandaise. La phase du procès se conclut par le jugement. Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties, à savoir le bureau du procureur auquel incombe la charge de la preuve, la défense de l'accusé et les conseils des victimes, la Chambre décide si la responsabilité de la personne mise en cause a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Notons qu'ici, la norme d'administration de la preuve est bien plus élevée que celle qui s'applique lors de la confirmation des charges ou pour délivrer un mandat d'arrêt, ce qui est logique, car à ce stade, la Chambre de première instance décide de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé. Si l'accusé est déclaré coupable, la Chambre peut le condamner à une peine maximale de 30 ans d'emprisonnement ou, dans des cas exceptionnels d'extrême gravité, à l'emprisonnement à perpétuité. Le statut prévoit par ailleurs d'autres mesures telles que des amendes. La Chambre de première instance peut aussi décider si les victimes doivent recevoir des réparations. Lorsque l'accusé est condamné à une peine d'emprisonnement, il ne la purge pas au quartier pénitentiaire de La Haye, mais dans l'un des pays qui a passé un accord avec la CPI et accepte de recevoir l'accusé dans une de ses prisons. La décision relative à la culpabilité ou à l'innocence rendue par la Chambre de première instance peut faire l'objet d'un appel, interjeté par l'accusé ou par le bureau du procureur. Nous entrons donc dans la troisième phase, celle conduite par la Chambre d'appel. Sur requête d'une ou des parties à l'affaire, la Chambre d'appel est appelée à se prononcer sur l'existence ou non de motifs justifiant la modification de la décision rendue, telles que des erreurs de fait ou de droit. La Chambre d'appel invite les parties à présenter leurs arguments et, après les avoir examinés, décide de confirmer, d'annuler ou de modifier la décision, ou encore d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. Sa décision influence également les possibles réparations en faveur des victimes. Les décisions rendues par la Chambre d'appel sont toujours
définitive. En conclusion, tout est mis en œuvre pour qu'à toutes les étapes du processus, les droits procéduraux de l'accusé soient respectés au maximum, par exemple en appliquant le principe de la présomption d'innocence ou en rendant plus stricte la norme d'administration de la preuve lorsqu'on passe d'une phase de la procédure à l'autre. La procédure judiciaire est également une source de reconnaissance pour les victimes, lesquelles participent à toute la procédure et y sont représentées par leur conseil. Justice et équité sont les valeurs principales qui guident le processus de la CPI.